Alors je suis ravi du coup d'ouvrir cette première table ronde sur les leviers cliniques. Donc les leviers que je vous ai présentés tout à l'heure, on va aller un petit peu plus loin en écoutant l'expérience d'établissements, de professionnels et d'usagers aussi qui sont acteurs dans les soins. Donc on a pu voir que les études montrent que les disparités dans le recours à la coercition, au-delà des facteurs liés aux caractéristiques des patients, dépendent beaucoup aussi du travail, des organisations, des fonctionnements des équipes et de la pratique du quotidien. Et donc on va explorer un peu plus en détail ces leviers, donc pour les rappeler, la relation de soins, le collectif de travail, l'environnement et le sous-bassement, la culture du soin sur lequel viennent reposer ces piliers. Voilà ce que j'avais appelé le ciment. Donc, je vais présenter brièvement chacun des personnes qui vont pouvoir intervenir à cette table ronde. Je tiens d'abord à vous remercier chaleureusement d'être venu aujourd'hui pour partager votre expérience, tant au niveau professionnel qu'au niveau de l'expérience aussi d'usagers qui ont vécu des parcours d'hospitalisation, parfois même d'isolement et de contention. Olga Gonito, qui est infirmière au CH du Chinonais à Saint-Benoît-la-Forêt. Alors le CH du Chinon, c'est un établissement qu'on n'a pas investigué lors de notre étude, mais quand on a démarré l'étude, très rapidement, je crois que c'est les collègues du CGPL qui nous ont interpellés en disant jetez un œil à ce qui se passe là-bas parce que c'est assez intéressant. Et donc on a pris contact avec eux et en effet il y a des pratiques qu'on va retrouver justement, qu'on a pu retrouver nous dans les établissements qu'on a investigués. Donc Olga, tu travailles dans un service de psychiatrie adulte depuis 2018 au CH du Chinonais. On accueille aussi deux collègues de Valbert, du coup, donc Isabelle Fernandez et Ludovic Duménil. Donc Isabelle qui est intervenue tout à l'heure aussi, qui est psychologue au CH de Valbert, et Ludovic qui est infirmier. On a Maud Amiot, là on est au GHU Paris Psychiatrie et Neurosciences, donc le secteur 3, donc on est un site qu'on a investigué lors de notre étude, et aujourd'hui tu travailles au CAC, c'est ça, le centre d'accueil de crise de ce même pôle. On accueille Loris aussi, Loris Eloi qui est usagé particulièrement impliqué donc à l'hôpital de Saint-Cyr-au-Mont-d'Or. Loris accompagne beaucoup au déploiement aussi du plan de crise conjoint sur l'établissement en intervenant dans les unités pour présenter le dispositif, etc. Et donc on aura l'occasion de l'écouter. Estelle Herbeck qui est père aidante et formatrice. Je reviendrai un petit peu plus tard sur ton parcours aussi quand je te poserai les questions. Ça s'invitera à me répéter. Et Jerry Krelski qui est cadre supérieur de santé dans le secteur G21 de l'EPSN de Lille Métropole, donc depuis plus de 15 ans, et antérieurement infirmier dans ce même pôle, et un pôle aussi sur lequel on reviendra tout à l'heure. En effet, comme l'a évoqué Sébastien tout à l'heure, la particularité d'avoir d'être très développé au niveau de l'ambulatoire et d'être un peu pilote en France sur la psychiatrie communautaire. On y reviendra en détail. Alors, on ne va pas perdre de temps et commencer tout de suite. Du coup, donc c'est Olga. On a repéré nous, dans les unités investiguées que la question de l'accueil avait une place particulière, notamment pour les patients. Alors on l'a retrouvé aussi au niveau des professionnels, les nouveaux professionnels qui sont accueillis, mais nous ce qui va nous intéresser là, en tout cas, c'est particulièrement les patients. Alors comment cette notion d'accueil se traduit-elle concrètement dans le quotidien au CH du Chinonais? Quel rôle joue cette notion d'accueil dans l'établissement d'une relation de confiance, dans la construction d'un parcours de soins peut-être moins contraignant? Et puis si vous avez une petite anecdote à nous raconter sur un moment où justement cette question d'accueil a été déterminante peut-être. Certes, alors elle est toujours, vous m'entendez? Donc à Chinon, je dirais la notion d'accueil, elle repose avant tout, et je pense que ça se retrouve un peu partout sur la notion plus globale d'hospitalité, donc avec une grande importance accordée au repas. On a chacun nos petites spécialités locales, régionales. En tout cas, dans le service, c'est plutôt une attention, quelle que soit la personne, soignant ou soigné d'ailleurs, à savoir ses goûts, ses aversions. On participe aussi tous aux tâches hospitalières, quelle que soit notre fonction dans
dans le service. Bien sûr, il y a quelques règles pour les étudiants, par exemple. Défense de consulter les dossiers de soins la première semaine. C'est vraiment une période qui est plutôt sur la légère, sur aller à la rencontre de la personne. Voilà. Pas de connaissance des diagnostics. L'autre règle pour les nouveaux arrivants, par exemple. Les nouveaux arrivants, là, on est plutôt pas de planque à la pharmacie la première semaine, les premiers jours. Voilà. On est dans le service et en dehors du bureau. Voilà, on est dans les couloirs, on va à la rencontre. Et puis, une autre règle, s'il en est une pour les patients, cette fois-ci, pas d'objet contondant, pas de couteau, pas d'arme blanche. Voilà. Et ça s'arrête là. Donc, pour la notion d'accueil, je travaille en hôpital général, donc on est attenant au service des urgences. C'est un petit hôpital local de Lille. Donc, quand les urgences nous appellent, eh bien, on y va parfois en disant la personne est très agitée ou elle arrive avec les gendarmes, venez vite. Venez vite. Donc on s'y rend mais sans a priori. Voilà, on fait fi de la peur qui peut être transmise par téléphone comme ça. Voilà, et on y va avec cette même optique d'aller rencontrer la personne d'abord. Et puis l'accueil, c'est donc dès les urgences, on s'y rend, on rencontre la personne là-bas. Il y a un poste également dédié sur les jours ouvrés à l'infirmière de liaison. On se rend là-bas et on fait le chemin avec la personne jusqu'à l'unité de soins, la visite, on présente le nom, un tel, et puis tel lieu, et puis le billard, et puis avant de la faire arriver en chambre, et là on s'assure des besoins de base. Les soins invasifs, c'est pas une priorité, on fait confiance à nos collègues des urgences qui ont déjà fait attention, fait le CG, fait le bilan soin. Nous, on s'occupe des besoins de base, donc à manger, à boire, ce qui est de quoi s'hydrater, et les besoins psychiques, tout de suite, soulager la souffrance. Merci. Voilà, on part comme ça. Il y a vraiment dans le coup une primauté de l'observation et de soulagement des symptômes. On ne va pas aller tout de suite à un diagnostic supputé, ou voilà, ça vient plus tard. Ça s'est vu, pour exemple, un jeune homme qui a une vie épanouie dans les îles et qui revient en métropole en souffrance, chez ses parents, du secteur du Chili, se présente 2 minutes, se présente aux urgences, très angoissé. Dans l'histoire, il nous a fallu beaucoup de contenance. Donc, tout le parcours que je vous ai raconté jusque-là, une présence quasi constante de soi pour qu'il puisse rester parce qu'il voulait partir. Il n'y avait pas de nécessité de le contraindre. À notre sens, en tout cas, on recule le plus possible dans les chiffres des soins sans consentement. Ça se fait très rarement aux urgences, au CHH. C'est au terme d'une réflexion de au moins plusieurs dizaines d'heures. Voilà. Cette personne est repartie très vite. Des hospices qui sont très courtes en SPL les premières fois, elles peuvent permettre à la personne de revenir après, plus en confiance. Ou à la famille, il y a eu une première accroche là au moment de la crise, de nous solliciter. Donc ils repartent avec des coordonnées. C'est eux qui reviennent. Voilà, donc il est urgent de prendre le temps, ça c'est une de nos maximes d'équipe. Je terminerai peut-être, oui, en spécifiant, voilà, on n'a pas de protocole d'admission. Il y a cette référence informelle volontaire du soignant qui va vers les urgences et qui accompagne la personne dans les premières heures. Qu'est-ce qui est important encore? Si j'ai ajouté une dernière chose, la confiance avec laquelle on part aux urgences comme ça. On part avec cette confiance vers la personne qu'on va rencontrer. Donc ça s'articule vraiment avec la relation de confiance, mais pour nous, elle part du soignant. C'est un préalable, c'est un primat. Voilà. Ok, merci. En effet, on revient à la priorité à la rencontre. Oui, on a un néologisme, c'est notre infirmière de liaison qui l'utilise souvent. Elle dit qu'on fait de l'accueillance. Voilà. C'est Virginie Dubois, il faut que je la cite. Sinon, voilà. Merci.
Alors, Loris, vous avez été hospitalisé plusieurs fois à l'hôpital. Et justement, peut-être qu'il y a eu une hospitalisation où le moment de l'accueil vous a particulièrement marqué, peut-être de manière positive ou négative. Je suis allé dans plusieurs établissements psychiatriques, enfin, en hôpital, puis en clinique sur Lyon, sur 3 cliniques. Et je dirais que l'accueil que j'ai eu parfois en clinique, des fois souvent on insulte beaucoup les hôpitaux, on bâche beaucoup les hôpitaux, mais des fois on a des meilleurs accueils qu'en clinique. J'ai eu en fait un moment, j'avais des TOC, je suis allé dans une clinique à Lyon qui avait un service spécialisé, dedans la clinique Lyon Lumière, et j'ai été accueilli, j'ai vraiment été très bien accueilli, j'ai l'infirmier, il m'a mis dans la chambre, j'ai posé mes affaires, on m'a même pas présenté des services, ni les autres fonctions des autres infirmiers, personne n'est venu me voir pendant presque une demi-journée. Donc ça a été un moment pas facile, de toute façon j'y suis resté 3 jours, c'était pas du tout fait pour moi. Et sinon, à Saint-Cyr, j'ai toujours été bien accueilli. Après c'est vrai que des fois, première hospitalisation, c'est vrai que ça a été très compliqué parce que on a l'impression d'être un peu lâché dans la jungle, il y a d'autres patients, et moi vu que j'étais quelqu'un d'assez réservé, je n'osais pas trop aller vers les gens. Et du coup, des fois, avec les infirmiers c'est un peu pareil. Et donc du coup c'est compliqué, mais après généralement ça s'est bien passé. Et du coup, d'après vous, est-ce que justement cette qualité d'accueil que vous avez bénéficié, alors en clinique ou à Saint-Cyr, peu importe, c'est des choses qui ont participé du coup, soit à votre établissement ou au contraire parfois à peut-être le freiner un peu? On va dire en positif, on va dire que l'attention du psychiatre, les soins qu'il m'a apportés, l'écoute surtout. Parce que ça, on n'en parle pas assez, mais l'écoute du psychiatre, aussi l'écoute des soignants, nous rassurer quand on ne va pas bien, aussi les activités aussi dans les hôpitaux, dans les cliniques. Et voilà, il y a un travail régulier aussi par rapport aussi à nos traitements, à la parole, après il y a aussi une partie à nous aussi de nous soigner aussi, d'accepter la maladie, d'accepter de prendre des traitements aussi. Et sinon, je dirais en point négatif, par rapport aux soignants, surtout c'est que des fois le manque de temps. Par exemple, Saint-Cyr, des fois il manquait de temps, donc je suis pas pour... je ne vais pas leur taper dessus, mais c'est vrai que des fois c'est pas facile. Et aussi, ça c'est très important pour moi, mais l'uniformisation aussi des patients dans l'hôpital par rapport aux soignants. C'est qu'en gros, des fois, on va des malades. Alors, toi t'es schizophrène, toi t'es bipolaire, toi t'es ci, donc du coup, on nous met tous dans la même case. Et du coup, on a l'impression de ne pas avoir de dignité, de respect. Et c'est vrai que ça peut très vite nous bloquer dans le soin. Ok, merci. Donc, vraiment la question de l'individualisation, la singularité de la personne dans le soin qui revient, qui dit que j'ai été livré, perdu dans la jungle, en effet, où ils sont un peu seuls et parfois par manque de temps, en effet, pour ça, ils ne pouvaient pas forcément investir la relation. Ok. Maud, on va continuer dans cette même lignée, du coup, parce que là, ce que Loris du coup mettait en avant, c'est parfois le manque de disponibilité des professionnels. Alors justement, à Paris, je ne me trompe pas, oui, c'est à Paris, donc justement cet engagement et cette disponibilité des équipes, comment cet engagement justement et cette disponibilité se manifeste dans le service, comment on arrive justement à maintenir cette disponibilité-là aussi, malgré les contraintes que Loris a soulevées par exemple tout à l'heure. Et voilà, si vous faites un lien entre cet engagement de l'équipe et peut-être la capacité justement à éviter un moindre recours à la coercition. Alors nous, on a déjà un secteur qui a été quand même pensé, un service qui a été pensé au niveau architecture, donc on est tous de plein pied, on a des espaces très ouverts, on se voit, on peut veiller sur les patients, ça c'est pour Jean-Paul plutôt que surveiller les patients. Et déjà rien que ça, ils sont rassurés de nous voir, même si on n'a pas le temps de se parler à chaque fois. Mais je trouve que ça crée quand même un lien entre eux et nous. On peut se dire aussi qu'un temps passé avec un patient, même s'il est court, ça peut quand même être un temps de qualité.
et qu'on n'a pas forcément le temps de faire à 26 patients. On a 26 patients temps plein et une quinzaine de patients à temps partiel. On ne peut pas faire un entretien d'1 heure par jour avec 26 patients, c'est très compliqué. Mais on peut, sur un temps court ou un accompagnement à l'extérieur, faire un entretien de qualité, je pense. Et c'est ce lien, à mon avis, qui participe à un désamorçage de l'angoisse, de la crise, de tout ça. Moi, ça m'est arrivé à plusieurs reprises de prendre le temps avec un patient agité, anxieux, en me disant que ça vaut peut-être le coup là d'arrêter mes tâches, de m'occuper de lui pendant un quart d'heure, et c'est toujours, si on raisonne en termes de temps, du temps gagné après pour le reste, parce qu'un patient qui va très mal, ça prend encore plus de temps. Donc si on peut s'en occuper avant, je pense qu'on a gagné quelque chose. Ce qui est important aussi, je le trouve dans notre service, alors moi je ne sais pas faire autrement que ça, parce que je connais que l'intra où on n'isole pas et on ne tire pas, enfin totalement possible. C'est cette relation assez symétrique qu'il y a entre les patients et les soignants. C'est ça, horizontale, voilà. Cette relation assez horizontale où le soignant n'est pas que le sachant et le patient n'a rien à dire à part à écouter, à subir. Je pense qu'on a tous des choses intéressantes à se dire. On peut s'écouter, on peut échanger. Et se faire confiance. C'est ce que je disais tout à l'heure. Ouais. Donc nous, ok, on a un service ouvert, mais les patients savent qu'ils peuvent rentrer et sortir, qu'ils peuvent sortir sans autorisation, mais qu'ils peuvent aussi revenir facilement, discrètement. Il y en a qui ont fait ça, fumer pour aller chercher un tube et revenir comme ça. Et on ne va pas les juger, on ne va pas les punir. Parce que ça, j'ai déjà vu dans d'autres services, vous avez fumé ou vous mangez un vidéo, nous, on ne va pas faire ça. Donc, je ne sais pas vraiment comment décrire ce qu'on fait, mais on le fait, on est bienveillant tout le temps, on se salue quand on se croise, enfin voilà ce que j'ai pas vu dans tous les services, moi, quand j'allais une fois. Et je crois que c'est comme ça qu'on s'est disponible en étant juste là, quoi. C'est un petit peu ce qu'on disait tout à l'heure, au final on se rend compte que ces établissements moins coercitifs, quand on demande comment vous faites, on ne sait pas, on a toujours fait comme ça. Ouais, c'est ça, moi je ne sais pas comment je fais. Et nous, c'est vrai que dans les établissements, ça nous a particulièrement marqué quand on leur demandait comment vous faites pour ne pas attacher des gens. Ils ont dit on ne sait pas, on ne l'a jamais fait. Et ça veut dire que vous en attachez. Et voilà, on redescend un peu sur terre quand on nous dit ça. En tout cas, moi je vais retenir aussi en effet la phrase que Jean-Paul aime bien dire, veiller sur plutôt que surveiller. On voit qu'on est beaucoup là-dedans, où on préfère justement faire plein de petits moments informels justement pour rencontrer l'autre et mettre de côté parfois certaines tâches pour prioriser justement cette relation avec le patient. Et moi je voudrais rajouter que maintenant je suis sur une autre unité du pôle, donc il y a des patients que j'ai connus en intra, que je revois aujourd'hui. Et en fait ils ne parlent jamais négativement de ce qu'on a pu faire. Du coup je trouve que c'est quand même, je ne vais pas nous envoyer des fleurs, mais ça fait plaisir d'entendre ça et de se rendre compte qu'on n'a pas été traumatisant pendant le temps en entrée hospitalière. Ok, merci Maud. Estelle, alors Estelle, tu as vécu 8 ans à l'hôpital, tu as connu l'isolement, la contention, et aujourd'hui du coup, tu te sers de cette expérience-là pour retourner à l'hôpital et pour partager ton expérience auprès de soignants, apporter un autre regard. Et j'ai bien aimé ce que tu as dit tout à l'heure, Estelle est semeuse d'espoir. Et ça, c'est plutôt joli. Et donc du coup, à partir de ton expérience, est-ce que tu peux nous dire justement ce qui t'a apporté, ce qui t'a fait du bien, et peut-être aussi ce qui parfois dans ton parcours a été plutôt au contraire difficile, a peut-être limité aussi le parcours de soins, et après peut-être finir pour dire comment aujourd'hui tu contribues justement dans ton travail, dans ta pratique à partager, à témoigner et autres. Merci Loïc, merci pour cette belle présentation. Je vais commencer par les points négatifs, comme ça après on finit plus sur du positif, et c'est mieux quand on sème l'espoir. J'ai envie de parler de l'ambiance en hospitalisation. Quand on est hospitalisé, même quand c'est en soins somatiques, on est limité par ce qu'on a le droit de faire. Quand on arrive avec en plus des angoisses, c'est pire, promis, je vais être brève.
Et en fait, on s'ennuie à l'hôpital, on n'a pas le droit de faire ce qu'on a l'habitude de faire, en plus on est angoissé, et on est frustré. Quand on demande une clope, quand on demande à pouvoir sortir du service, quand la porte est fermée, quand on demande à voir quelqu'un, on est là pour chercher du soin. Et en fait, généralement, on nous dit non plus tard, non, non. La réponse quasi automatique, ou en tout cas celle qu'on retient, c'est du non systématique ou quasi systématique. Pour des bonnes raisons, je ne le remets pas en cause, mais il y a ce côté plus tard, non, maintenant je ne peux pas. Je vais vous raconter une petite anecdote. Donc j'étais en service fermé, je ne citerai pas l'hôpital, je vais essayer en tout cas. Et je demande plusieurs fois à rentrer, à sortir, à rentrer à service, à sortir parce que je suis mal intérieurement, j'essaye de fuir mais je suis pas bien dehors, je suis pas bien dedans. Et l'infirmière me dit, bah en fait, c'est bon, tu sors, j'en ai marre, tu reviendras quand tu seras calmé. À cette époque-là, j'ai 19 ans, 20 ans, et elle me dit ça. Ça a créé une telle frustration et une telle colère en moi qu'il se trouve que l'hôpital était en travaux. Je suis rentrée sur le chantier, je suis montée en haut d'une grue. Spoiler alerte, je suis descendue par l'échelle. Mais c'est pour montrer à quel point en fait toute cette frustration, elle crée finalement des mises en situation où en fait, vous en tant que soignant, vous allez dire mise en danger, et ce qui est logique, mais qui est dû à la fois aux tensions internes, mais aussi à l'environnement. Maintenant, je vais essayer de parler de ce qui est plus positif parce que c'est hyper important. Comment j'ai fait finalement pour sortir de l'hôpital? Parce que quand 8 ans, c'est long. Au bout de 5 ans, où je tournais en rond, je rentrais, je sortais, je rentrais, je sortais. C'est vraiment 5 ans quasi continus où je sortais 2 mois et puis je refaisais une tentative de suicide, je retournais à l'hôpital. Et en fait, il y a des soignants qui m'ont fait confiance et qui ont pris des risques pour moi. Ça, c'est quelque chose qui est hyper important. Il y a un soignant, un médecin, Dr Confalonieri, je l'adore. Quand il a vu mon dossier, les infirmiers ont dit « mais t'es fou de la prendre ». Il était complètement fou, il a pris le risque, parce qu'il a dit « cette gamine, elle a 19 ans, si je la prends pas, elle va finir sa vie à l'hôpital ». Et donc, il m'a accompagné, il m'a dit « ici, tu te suicides pas ». Je ne l'ai pas suivi. Mais à chaque fois que je devais retourner à l'hôpital, il m'accompagnait. Et l'équipe qui me connaissait très bien, qui était dans la même vision d'aller mieux, même si on ne parlait pas de rétablissement, elles m'ont accompagnée pendant des années, à m'emmener à l'hôpital, enfin en tout cas à autoriser des réhospitalisations et à m'aider à la sortie et à me donner d'autres solutions que juste l'hôpital où en fait je vais être en sécurité parce que à l'hôpital il y a une chambre d'isolement, il y a des contentions, donc si jamais je pète un câble, ils seront là pour me protéger. Et en fait progressivement, avec la connaissance, avec vraiment cet état d'esprit d'équipe, j'ai réussi à m'en sortir progressivement. Ils m'ont donné des outils, ils m'ont fait tester des outils, il y en a que j'ai pris, il y en a que j'ai pas pris, il y en a que je prends encore aujourd'hui. Et c'est comme ça que j'ai pu m'en sortir finalement, alors qu'il y a quand même un médecin dans le service juste avant qui marquait de moi que j'étais un cas désespéré. Je vous laisse imaginer ce qu'une patiente dépressive avec des troubles de l'humeur, même si je ne le savais pas sur le coup, quand un soignant parle de vous, écrit, parce qu'il peut le penser, mais il l'écrit, donc ça veut dire qu'il le transmet à ses collègues, il estime que je suis un cas désespéré. A priori, je suis plutôt pas mal. Aujourd'hui, ça va, je suis plutôt pleine d'espoir et je le sème. Donc voilà, ça c'est vraiment le côté qui pour moi m'a vraiment aidé et m'a permis d'être là aujourd'hui devant vous. Pareil pour l'arrêt des traitements, mais c'est une autre chose. Et du coup, aujourd'hui, ce que je fais dans mon quotidien, donc je retourne à l'hôpital non pas pour être hospitalisée et être avec toute la patience dont je bénéficie, être patiente. Aujourd'hui, j'essaye d'accompagner les soignants d'aujourd'hui, vous, à voir les choses autrement. Vivre l'isolement et la contention. Moi, j'étais demandeuse. J'ai demandé à être isolée parce que je me sentais en danger. Et pour moi et pour les autres. Et j'essaye de faire en sorte qu'ils se rendent compte de ce qu'on vit quand on est hospitalisé. Et qu'aujourd'hui, par exemple, il y a 15 ans en arrière, j'étais isolée contenue, on m'a retiré mes lunettes. Aujourd'hui, je ne suis jamais à moins d'1 mètre de mes lunettes. Je vois rien sans lunettes, mais je suis très angoissée si mes lunettes sont loin de moi. Je dors avec mes lunettes sous l'oreiller.
quel que soit l'endroit où je suis. Parce que j'ai besoin, c'est quelque chose qui a créé un trauma aujourd'hui, et pourtant j'étais demandeuse, et pourtant c'est quelque chose qui fait encore partie de moi. Aujourd'hui, je prends plus de médicaments, je suis plus hospitalisée, donc c'est quand même plutôt pas mal, depuis 6 ans déjà. Et j'essaye de montrer que de cas désespérés, on peut se retrouver à être formateur, parler de son expérience et en faire quelque chose de positif, mais c'est un long travail, c'est un travail qui n'est aujourd'hui pas terminé pour moi. Et pour moi, c'est primordial pour évoluer d'avoir tous les points de vue. Et celui du patient est parfois difficile à entendre pour les soignants, mais il est aussi difficile à donner, parce que quand on parle de ce qui nous a fait du mal pendant toutes ces années, je m'arrête là, j'essaye de donner cet espoir-là, de dire les choses peuvent être faites autrement. Merci. Merci Estelle pour ce témoignage. On ressent bien la force du lien aussi qui a participé, en citant ce médecin du coup, qui a contribué au rétablissement, la force du lien de ce médecin et des soignants aussi. Et Loris, en effet, pouvait aussi décrire à quel point aussi l'absence de lien parfois aussi vient limiter. Merci. Sinon, si j'avais eu un lien avec l'infirmière qui m'a mis dehors, je ne serais pas montée sur la grue. Oui. D'où l'importance parfois de mettre de côté ce qu'on fait pour faire un petit oui, un petit temps peut-être. Ok. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Là, on va être un peu plus du coup maintenant, parce que malgré tout ça, parfois il peut y avoir des situations avec lesquelles on est en difficulté. Ludovic, du coup, à Valvert, quand il y a des situations de tension, des situations d'agitation chez des patients, comment l'équipe aborde-t-elle et gère-t-elle ces moments pour éviter le recours à l'isolement et à la contention? Est-ce qu'il y a des réflexes, est-ce qu'il y a des techniques, est-ce qu'il y a des approches particulières qui sont mises en place? Et comment le collectif de soins peut-être et l'environnement peuvent contribuer justement dans ces moments-là? Alors il n'y a pas de recette magique, et quand ces événements se produisent, des fois ils sont inattendus et il faut réagir sur le moment, et c'est là où la cohésion d'équipe est importante. Ça n'a pas mal. Et dans ces cas-là, quand il y a vraiment un patient très agité, difficilement, qu'on a du mal à calmer, et qui est agressif, voire menaçant de violence, que ce soit envers les soignants ou d'autres patients, spontanément, les soignants présents déjà sont souvent alertés par les voix qui s'élèvent, etc. Et on va essayer de mettre déjà à l'écart le patient, d'aller le mettre dans un endroit un petit peu calme, à l'écart des autres, pour pouvoir tenter de discuter, d'établir un lien avec lui. On va toujours essayer de communiquer et d'écouter ce qu'il a à dire, savoir qu'est-ce qui fait que là, pile à ce moment, il se met à être agité et en crise, et s'il est accessible à la communication, on va établir un dialogue avec lui. En général, dans ces situations, souvent c'est plutôt un soignant qui va se mettre à parler avec ce patient, c'est pas tous les... Parce que, du coup, il y a les soignants viennent à la rescousse et on peut se retrouver à 3, 4, mais soignants, et même des fois ça peut être la secrétaire qui est dans le service ou même l'assistante sociale, on peut se retrouver assez nombreux autour du patient, mais on va privilégier plutôt un interlocuteur avec le patient, et si le patient est connu, l'interlocuteur privilégié, ça va être quelqu'un qui a une bonne relation avec le patient, qui a une bonne alliance. Et à contrario, si il y a un soignant qui est mauvais degré, qui
qui est persécuteur pour le patient, ce soignant va plutôt s'éclipser ou en tout cas essayer de ne pas être dans le champ de vision du patient pour ne pas le faire flamber encore plus, quoi. Ça, c'est des choses qu'on fait. Ce qu'on fait d'autre, donc ouais, on essaye d'isoler un peu le patient, alors sans le mettre dans la chambre d'isolement, mais d'éviter une surstimulation, quoi. Là, en ce moment, depuis peu de temps, on a une chambre d'apaisement qu'il est possible d'utiliser en alternative à la chambre d'isolement pour emmener le patient et chercher à le calmer dans un endroit aménagé spécialement pour ça, avec des matelas et des coussins, et un soignant peut accompagner la personne dans cet endroit pour le calmer. Bon, après, c'est du b.a.-ba de la psychiatrie en même temps, hein. C'est pas des choses nouvelles que je vais vous dire, mais voilà, la personne qui est en crise comme ça, on va essayer de nier en bloc ce qu'elle affirme, ce qui la met en colère, ou quand elle est agitée, on va essayer de l'écouter sans trop l'interrompre. Et on ne va pas nier la réalité de ce qu'elle vit, même si elle est délirante, hein. Par contre, on va quand même essayer de décaler un peu, de faire prendre du recul par rapport à ses propos, s'ils sont vraiment outranciers. Et chose importante aussi, on va la rassurer sur sa sécurité, parce qu'il arrive aussi que les patients deviennent très agressifs parce qu'ils se sentent menacés, vulnérables, persécutés, et on va bien leur rappeler qu'ils sont à l'hôpital, qu'on est soignant, qu'on est là pour leur bien, et qu'à cet endroit, ils peuvent se sentir en sécurité, qu'il ne leur arrivera rien de désagréable. Et donc on essaye d'instaurer évidemment une relation de confiance avec le patient. Et pour donner un exemple, on va dire par exemple, si le patient, plutôt que de lui dire que ce qu'il dit, ce qu'il affirme est faux, on va lui dire que nous, on ne voit pas les choses comme lui, et qu'on ne voit pas même des fois toujours les choses comme lui. Et on va le questionner sur ses besoins, ses demandes, les raisons de son agitation. Et on va, voilà, si le patient est vraiment trop agité pour aller en chambre d'apaisement ou pour s'asseoir à une table et discuter, on peut profiter du parc et aller marcher avec lui dans le parc. Comme ça, ça peut aussi contribuer à le calmer. Que dire d'autre? Voilà, c'est important, l'équipe, pour pouvoir aussi des fois passer la main quand nous, en tant que soignants, on se retrouve en difficulté avec un patient qui est trop agressif avec nous, si on a un contre-transfert trop dur à gérer, on passe la main à un collègue, et ça c'est important. Et je terminerai par aussi une autre remarque, et quelques remarques encore si je peux. C'est très court. Comment? Très court. Il y a l'effet du nombre. Des fois, avec des patients très agressifs et menaçants de violence, on fait appel à des soignants des pavillons environnants qui viennent prêter main forte. Et des fois, l'effet de nombre, c'est ce que j'ai remarqué, peut être dissuasif pour le patient et éviter le patient très menaçant, éviter qu'il passe à l'acte. Et je termine par le fait lors des entretiens avec des patients comme ça en crise, d'insister sur les solutions plutôt que les problèmes, et d'évoquer avec lui ou avec elle d'imaginer un avenir meilleur, une amélioration de son état psychique et des perspectives de permission et de sortie de l'hôpital.
comme on l'avait repéré dans l'étude aussi, hein, et tu l'as bien dit, il n'y a pas de recette miracle. Et ça, c'est vrai que au début, quand on s'est dit, on va avoir plein, ils vont nous dire, on fait ça, et en fait, non, et tu l'as bien dit aussi, c'est le B.A.B.A., mais d'un niveau aussi investi d'une manière particulière. On voit là, la question de comment on se rend disponible quand il y a des situations d'agitation, parce que Estelle et les mots que vous avez pu souligner aussi, comment on accroît justement cette disponibilité, cette présence pour désamorcer au plus vite, avec une relation, et on a pu le voir dans les précédents témoignages aussi, qu'on a avec une alliance précoce aussi qu'on crée notamment par l'accueil dans les établissements. Donc merci pour ce témoignage. En effet, là on est dans le pragmatique de la situation d'agitation où en effet je pense que c'est des techniques utilisées, c'est des choses qui vont parler à beaucoup de professionnels, mais voilà, investir à un niveau particulier quand même aussi, par la connaissance du patient et aussi par la disponibilité qu'on met en œuvre. Disons, toujours quand même s'adapter aux patients et dans la mesure du possible aussi d'essayer de répondre à cette demande, parce que tout à l'heure il y avait un témoignage qui disait on m'a dit tout le temps non. Voilà, même avec un patient en crise ou délirant, essayer aussi parfois de pouvoir lui dire oui, de répondre positivement des fois à certaines de ces demandes quand c'est possible. Alors on va rester à Marseille du coup et Isabelle justement on va aller sur la question du collectif, le travail pluridisciplinaire, les espaces de discussion en collectif qui sont des éléments qu'on a qui sont très présents dans les témoignages qu'on a reçus dans cette étude. Donc voilà, comment cette dynamique collective se construit-elle et se maintient-elle au quotidien dans les unités de soins? Quel rôle joue-t-elle dans la prise de décision, dans la gestion des situations complexes et le soutien mutuel face notamment aux difficultés de travail qu'on peut rencontrer dans les situations qu'a pu décrire par exemple Ludovic. Et après, dans un second temps, alors là en 5-7 minutes ce sera compliqué, mais on va pas bien arriver. Dans un second temps aussi, au niveau de l'architecture, de l'environnement, toutes les unités sont ouvertes à Marseille. Établissement pavillonnaire, il y a une unité de sociothérapie où justement les patients, soignants peuvent se retrouver. Donc voilà, comment ces éléments, on va dire, un peu plus matériels et peut-être organisationnels vont-ils influencer la relation soignant-soigné et peut-être l'atmosphère générale du service pour le soin? Je vais essayer de répondre. Alors, peut-être en deux parties. D'abord, un mot sur le travail pluridisciplinaire. On pourrait se demander à quoi ça sert très concrètement en fait d'être des professionnels des différentes disciplines dans un pavillon de crise. Et je pense particulièrement il y a un peu cette idée que le psychologue par exemple serait plutôt quand un patient est déstabilisé, qu'il pourrait parler, etc. Alors que je pense que notre expérience démontre un petit peu le contraire, que le fait d'être de plusieurs disciplines et de plusieurs métiers, ça sert quand même beaucoup à l'hétérogénéité des personnes qui sont présentes dans le pavillon, dans l'unité. Et cette hétérogénéité participe à qu'il y ait une diversité suffisante des adresses. Il y a quelque chose comme ça où les patients peuvent s'adresser à la fois à des personnes, mais à des métiers très différents. Je pense qu'il y a un point aussi qui mérite réflexion sur le travail de la transdisciplinarité, c'est-à-dire que c'est laissé modifier par la pratique des autres, c'est-à-dire c'est laissé modifier par la pratique des autres collègues et pouvoir penser ensemble. La richesse aussi, je pense, d'être nombreux et divers, de pouvoir ne pas être d'accord et supporter le désaccord, ça me paraît aussi important. Et comment ça s'est traduit concrètement? Il y a plusieurs éléments qui me paraissent importants. D'abord, c'est le fait que tous les membres de l'équipe puissent participer de manière très concrète aux activités. C'est-à-dire, et là encore une fois, psychologue, secrétaire, assistant social, infirmier, médecin, que tout un chacun puisse animer des activités thérapeutiques, proposer des entretiens, participer aux relèves, qui sont parfois très longues, c'est-à-dire prendre le temps ensemble, un temps qui parfois peut avoir l'air d'être du temps perdu, prendre le temps de réflexion ensemble, mettre en place aussi le travail au binôme, je pense notamment au travail de cothérapie entre psychologues et infirmiers, avec certains patients très difficiles. Voilà. Les travails de médiation aussi qu'on peut apporter ensemble. Rester disponible et surtout prendre du temps pour donner du sens à notre pratique. C'est-à-dire prendre du temps pour se poser la question, qu'est-ce qui est thérapeutique là-dedans en fait? Revenir à la clinique dans les moments les plus difficiles. C'est-à-dire, c'est un peu en lien avec ce que je disais tout à l'heure, s'adosser ensemble à une théorie pour penser la relation des soins. C'est pas juste une question de personnalité, c'est pas quelque chose qui vient comme ça. Je pense à un patient qui nous disait aussi que les sourires c'est indispensable pour les soins, mais les soins ne peuvent pas se réduire à un sourire.
Il y a aussi une théorie de la pratique. Et ça me paraît important aussi de pouvoir réfléchir à quelles sont les conditions, et ça répond peut-être à la question de l'architecture, quelles sont les conditions d'organisation très concrètes dans le pavillon pour que les moments informels puissent devenir aussi un levier clinique. C'est-à-dire comment on peut faire pour favoriser l'informel et le réfléchir dans des temps formels. Hein. Et un dernier point sur l'ouverture des unités. Je pense que là, pareil, je ne vous apprendrai rien. Je pense que le fait que la porte de l'unité soit ouverte, ça repose beaucoup sur la culture du risque. C'est-à-dire on ne peut pas soigner sans risque. Le fait que la porte soit ouverte implique que les patients puissent partir. Ce n'est pas que les portes de service qui sont ouvertes. Voilà. C'est aussi la porte du bureau infirmier, le fait que les lieux en fait, dans lesquels on peut circuler sont accessibles. Voilà. L'unité elle est ouverte aussi aux intervenants extérieurs, à la culture, aux ateliers co-animés. Nous, on a la chance à Valverde d'avoir une association qui nous propose en fait et qui nous permet l'intervention de beaucoup d'intervenants extérieurs aux LAR. Sortir, c'est pas tout que la porte soit ouverte, faut-il encore la franchir, faire des sorties ensemble, voilà, et accueillir les autres. Tout ça pour vous dire que les portes ouvertes, c'est une philosophie de soins et que c'est très rassurant pour les patients de savoir qu'ils peuvent partir. Ça change complètement l'ambiance d'un service. Et dans ce sens, il me semble aussi que c'est la matérialisation concrète d'une conception d'un pouvoir qui est partagé. C'est-à-dire, ça remet un peu le pouvoir du côté du patient. Le patient, il peut s'en aller, en fait. Il peut aussi revenir. Et peut-être aussi que ça prend acte, là je cite un collègue qui est présent ici, ça prend acte d'une dissociation entre soin et pouvoir, la question de la porte ouverte. Ça permet de prioriser le soin au détriment du pouvoir, dans certaines situations. Donc ça ne répond pas complètement à la question. Parfait. On est parfait, merci pour ce témoignage. Alors, moi, je me souviens, Valverde, c'est la première fois que je suis allé à Valverde pour visiter, où on nous fait visiter une unité, et en rentrant dans la salle d'activité, on voit une dame qui joue au ping-pong avec un patient, il fait excusez-moi, je suis en entretien là. Et en effet, c'était Isabelle qui faisait une partie de ping-pong avec un patient, et c'est bien la première fois que je voyais les psychologues faire un entretien en faisant une partie de ping-pong, en buvant un café, etc. Et on voit que l'architecture, en effet, permet d'autres possibilités aussi de créer du lien. On retrouve la question de l'horizontalité, la horizontalité de la relation alors avec les patients, mais aussi entre professionnels. On voit bien que là tu parlais des infirmiers, des médecins, des psychologues, je me souviens des assistantes sociales aussi qui étaient très présentes, les secrétaires, etc. Et vraiment comment on est tous impliqués dans le quotidien aussi avec voilà, dans la vie du service et une horizontalité professionnelle. Et comme tu le dis aussi, qui peut s'élargir alors à travers d'associations, et on le verra aussi juste après avec les témoignages de Génie Kruelski aussi sur l'ambulatoire où le collectif parfois il peut aussi s'étendre voilà, en dehors du service, déjà dans une institution avec les services support, les services de direction, les autres services ambulatoires, mais parfois aussi même dans la cité. Donc voilà, on va arriver sur le secteur G21. Alors on en a un petit peu parlé tout à l'heure, le secteur G21, parce que c'est un secteur qui est reconnu pour son histoire et sa philosophie forte axée sur le moindre recours à la coercition, mais aussi sur une psychiatrie hors des murs, donc initiée par le docteur Jean-Luc Roland. Voilà. Et donc, comment cette orientation historique se traduit-elle aujourd'hui dans la manière dont vous développez le travail ambulatoire pour agir en amont, prévenir activement les plus aiguës et ainsi limiter le plus possible le recours à l'hospitalisation et in fine à l'isolement et à la contention? Et si, selon vous, il y a des éléments de cette approche préventive qui permettent d'éviter que les situations ne s'aggravent jusqu'à nécessiter justement des contraintes de la coercition? Alors, le plus simplement, si on ne veut pas utiliser de moyens coercitifs en hospitalisation, on peut hospitaliser. Tout simplement. En évitant l'hospitalisation, on évite d'y avoir recours. Pour ce faire, on a développé énormément le service ambulatoire pour arriver à un effectif de 75% de nos effectifs sur l'ambulatoire. Et pour mieux comprendre le pourquoi le mal-être des usagers, c'est de redonner la parole aux usagers d'un côté. Donc il y a des élections de porte-parole d'usagers à l'intérieur même du pôle et ces personnes sont présentes à toutes les instances du pôle et sont décisionnaires. On fait aussi des formations via les associations d'usagers
qui viennent nous aider pour qu'est-ce qui aide, qu'est-ce qui n'aide pas dans telle pathologie. On vient avec notre prisme soignant et pourtant le prisme de la personne, de l'usager est moins entendu. Eux viennent nous former à ce niveau-là. Ensuite, on a aussi 9 médiateurs de santé pair dans le service, dans toutes les équipes qui interviennent au domicile et en collaboration avec l'ensemble des équipes support. On a un énorme travail de réseau. On est présent dans plein de C1, plein d'associations qui sont nos alerteurs. Quand il y a des difficultés dans tel quartier, à tel endroit, ça va moins bien, ça nous permet d'intervenir. Voilà. Toujours dans le réseau, nos lieux de consultation, parce que c'est bien d'avoir 75% des effectifs sur ambulatoires, il faut avoir des lieux pour consulter. Donc oui, on a 2 CMP, par contre, on a 12 antennes de consultation chez nos partenaires. UTPS, CCAS, mission locale, personnes âgées, cabinet de soins généraux, cabinet de soins infirmiers. Bref, on essaie d'être présent partout pour être accessible le plus rapidement possible pour les usagers. C'est aussi des partenaires, c'est-à-dire qu'on n'a qu'à passer le bureau d'à côté, on tombe chez quelqu'un qui connaît d'autres difficultés et qui peut nous en parler et qui peut nous présenter simplement à une personne qui dit voilà, j'ai telle personne qui vient de venir de se plaindre de ça et ça, est-ce que tu peux présenter le service, qu'est-ce que vous pouvez faire pour elle? C'est-à-dire qu'on devient moins stigmatisant puisqu'on n'est pas dans des locaux flogués EPSM, santé mentale, et en plus on devient fréquentable. La psychiatrie est toujours stigmatisée, et là, on n'est plus dans nos locaux, on arrive ailleurs. Donc les gens viennent plus facilement vers nous et n'attendent pas d'être en état de crise aiguë pour intervenir, pour arriver. Donc ça nous permet, nous, d'être vraiment dans la prévention. Ensuite, à côté de ça, on a une équipe de soins intensifs qui intervient dans les cités. À savoir que tous nos professionnels, par contre, font du domicile, du PH, psychologue, infirmier, médiateur de santé pair, on intervient au domicile. On voit beaucoup plus de choses que dans un bureau où la personne va pouvoir se contenir pendant une demi-heure, 3/4 d'heure, nous donner ce qu'elle a envie. Par contre, quand on va chez elle, on rencontre le conjoint, on rencontre les voisins, l'intérieur peut aussi donner des indices. C'est une autre vision des choses. Pareil, on intervient plus rapidement. Ensuite, l'équipe UCI intervient quand vraiment on est passé à côté de certaines choses, qui est pour nous un échec. Par contre, on fera tout ce qu'il faut pour garder la personne au domicile. On s'appuiera sur la famille, les aidants, l'entourage. On évite l'hospitalisation. Et ensuite, nous-mêmes, avec les usagers, on donne des informations à la population générale pour pouvoir informer, déstigmatiser, que les gens repèrent les problématiques, nous alertent. Et à côté de ça, eux nous le rendent très très bien. Ils savent pouvoir nous interpeller. Les médecins traitants, pièce fondamentale au niveau de tout ce qui est prescription, tout ce qui est alerte. Systématiquement, les gens qui nous sont destinés passent par le médecin traitant, qui refait l'anamnèse, qui nous dit les antécédents et le pourquoi il envoie la personne. Et nous, en retour, à chaque consultation, on fera un courrier au médecin traitant qui, lui, se chargera de renouveler les traitements. Ce n'est pas le PH qui renouvellera le traitement, il fera une lettre de liaison en préconisant certaines choses, mais le médecin traitant est plus facilement accessible à la personne que les psychiatres. D'autant plus qu'on en a de moins en moins. Donc ça, c'est vraiment au niveau de tout ce qui est sur ambulatoire, ce qu'on essaie de développer. Néanmoins, Jean-Luc Roland est fermé le G21 au niveau de l'hospitalisation, on n'y est pas arrivé. Il nous reste 10 d'hospitalisation. Pour ce faire, l'hospitalisation, on parle du paradigme que l'hospitalisation est une alternative aux soins ambulatoires. On inverse un peu l'idée. L'hospitalisation n'est pas le cœur d'un secteur. La personne n'est pas faite pour être hospitalisée, elle est faite pour vivre chez elle en tant que citoyen. Néanmoins, je vous dis 10 d'hospitalisation, les 10 personnes qui sont hospitalisées sont vues tous les jours par un PH. Quand on a eu une équipe médicale au complet, durée moyenne d'hospitalisation 6,5 jours, quelle que soit la pathologie. De taux d'occupation pour 10 lits, on n'était qu'à 7, c'est-à-dire qu'on n'occupait même pas pleinement pour 90 000 habitants. À savoir qu'on a 1500 nouvelles demandes par an, une file active de 3500 personnes, un taux d'accès le plus élevé de France et un délai moyen de consultation en première demande de 48 heures. Donc c'est toute une organisation. On nous compare parfois à une structure militaire.
tellement c'est protocolisé. Néanmoins, on est très très réactif. Donc au niveau de ce qu'il faut pour vraiment éviter l'hospitalisation, réactivité, organisation et la prévention. Au niveau de Jérôme Bosch, les types d'hospitalisation, chaque chambre individuelle, cabinet de douche individuel, Wi-Fi, télévision, un petit frigo, un coffre-fort, libre circulation totale dans la structure. Chaque patient a sa carte pour entrer dans sa chambre, l'aller et venir, et comme il veut. On n'enlève rien aux personnes, pas de pyjama ou quoi que ce soit. La restriction, c'est vraiment l'exception. La personne peut se commander un kebab à 23h, elle se commandera un kebab. Pourquoi frustrer la personne pour la nourriture, des choses comme ça? La personne ne peut pas plus à manger? Bah oui, les médicaments donnent faim, ils sont déjà privés de pas mal de choses, pourquoi les priver encore? Eh ben non, c'est aux structures support de l'EPSM de pouvoir donner accès à éviter la frustration aux usagers. Ensuite, il peut arriver que les personnes soient dangereuses, il peut y avoir des personnes qui viennent carcérales chez nous, les portes restent ouvertes. Par contre, les infirmiers ne sont pas des gardiens. Je veux dire, c'est des professionnels de santé. Donc s'il faut, on mettra un agent de sécurité. Je veux dire, là-dessus, on rentre dans notre rôle de soignant, pas de surveillant comme il y a 50 ans. Voilà, j'essaie de faire au plus vite. À côté de ça, 2 secondes. Accueil, il y a de l'aromathérapie, il y a de la luminothérapie, il y a psycho-socio-esthéticienne, animatrice socio-culturelle. Voilà, on a essayé de faire pour toutes les personnes qui sont bien, être fréquentables et que les personnes viennent d'elles-mêmes se faire hospitaliser et non pas sous contrainte et qu'on envoie des moyens palliatifs. Merci pour ce témoignage également. Tout à l'heure, Yvonne nous disait qu'il n'y avait pas une seule recette pour faire du moindre recours, mais que c'est à chaque établissement. On voit bien que là, avec l'expérience du secteur G21, c'est vraiment une autre philosophie du soin on se dit, il y a encore pas mal de travail si on veut. Ouais, c'est notre culture aussi. Et Isabelle a bien rebondi aussi là-dessus tout à l'heure. Donc on arrive au terme de cette table ronde. Alors je vais quand même conclure avec tout ce que vous avez pu souligner, donc grâce à vos témoignages. Alors on a pu voir de patients, mais aussi d'usagers qui ont partagé du coup leur riche expérience. Donc il ressort clairement que cette approche n'est pas réductible à une simple technique, on a pu le voir, mais qu'elle est le fruit d'une culture de soins et d'une philosophie profondément humaine. Ça, c'est quelque chose que vous avez tous souligné, la question de la relation humaine. Et donc, au cœur de cette pratique, la qualité de la relation soignant-soigné est fondamentale. Elle passe par un accueil attentif, par une écoute active, une disponibilité constante et un engagement authentique des équipes. L'objectif est de créer un lien de confiance essentiel à l'instauration d'une alliance thérapeutique et le plus précocement possible. On va dans le G21, là on n'est même pas dans l'accueil, on va vers, le mouvement d'aller vers, et donc le plus précocement possible aussi. Le collectif, ça a été souligné, apparaît comme un pilier indispensable, et puis plus il s'élargit, plus aussi il est solide, et notamment quand il est au cœur de la cité aussi également. Et donc c'est en travaillant ensemble, en partageant des connaissances, en partageant des pratiques cliniques, en ayant des espaces de discussion pluridisciplinaires, où la dispute est possible, ça a été évoqué tout à l'heure, sans rupture de lien, que l'équipe se renforce et parvient certainement à éviter un moindre recours à la coercition. Face à ces moments de tension, on peut d'abord voir que les équipes n'étaient pas démunies, même s'il n'y a pas de techniques, en tout cas, qui sont forcément repérées, très référencées, mais elles déploient les équipes déploient tout un tas de stratégies de désamorçage basées sur l'anticipation, sur la présence, sur la communication, et souvent sur la créativité relationnelle. Et peut-être que le moindre recours, justement, nous oblige à trouver des solutions. Voilà, ça a été cité tout à l'heure. Pour ne pas avoir recours à l'isolement et à la contention, on évite d'hospitaliser déjà. Et je sais qu'à Marseille, c'est la même chose. Pour être sûr de ne pas contenir, on n'a pas de contention. Comme ça, on est sûr de ne pas contenir. Alors ça paraît peut-être un peu bête, en effet, mais en même temps, c'est une solution qui marche très bien. On a pu voir aussi l'environnement. L'environnement, il n'est pas neutre. L'ouverture des unités, la liberté d'aller et venir, même pour les patients, entre guillemets, détenus, on peut voir, dans un cadre particulier, bien sûr. Voilà, tout comme la place centrale donnée aux activités contribue à une atmosphère différente et offre d'autres possibilités d'interaction et d'apaisement. Enfin, l'ensemble de ces pratiques, comme on a pu voir, est sous-tendu par une philosophie, une culture qui met le respect de l'usager, de ses droits au premier plan et qui valorise sa parole et sa participation aux soins. D'autres notions ont été abordées, mais on y reviendra certainement dans la table ronde. Je pense notamment à la question du risque, par exemple, que vous avez beaucoup souligné.
Maintenir ces pratiques demande un effort constant et une capacité à naviguer dans ces tensions. C'est une construction quotidienne qui s'appuie sur l'humain, sur le collectif. Et donc pour clore une petite phrase de clôture, on peut retenir que la moindre coercition en psychiatrie, elle ne se décrète pas, mais qu'elle se construit jour après jour, un soin à la fois, porté par la force du collectif, et la connexion profonde que la relation humaine, le respect et la liberté sont des leviers les plus puissants du soin. Et quand je parle de collectif, bien sûr, c'est tout le monde, l'usager compris, pas que sur le collectif soignant. Merci beaucoup pour votre participation. On va prendre une ou deux questions très courtes, pas plus, et après, si vous voulez poursuivre les échanges, on va enchaîner par le repas, en buffet qui vous permettra d'interpeller les différents. Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Guillaume, je suis infirmier à Saint-Cyr-au-Loudun. J'aimerais que vous m'expliquiez, est-ce que vous, il y a une notion de prendre soin aussi des soignants. C'est-à-dire que ce que je trouve aussi très important, on parle justement de relations horizontales, nous aussi des fois on peut être dans des difficultés et on ne peut pas aider quelqu'un quand nous-mêmes on est sous l'eau comme vraiment. Donc je voulais voir si peut-être chez vous, vous avez mis en place justement des modalités ou en tout cas des choses pour pouvoir justement prendre soin des soignants et par conséquent identifier nous-mêmes quand on est en difficulté pour pas justement avoir des transferts qui sont préjudiciable pour la prise en soin du patient. Alors il y a peut-être deux éléments qui me viennent spontanément, mais il y en a peut-être plus. Le premier, c'est l'importance de la supervision et le fait de pouvoir avoir des moments dans lesquels on peut réfléchir ensemble, en fait, pour justement prendre soin des positions des uns et des autres. Et à Valverde, depuis 3 ans, il y a un collectif qui s'est réuni de manière mensuelle qui s'appelle « Prendre soin des pratiques professionnelles », où il y a justement, c'est un lieu ouvert, où sont invités en fait des soignants, mais aussi des membres de l'administration et des techniciens, où on peut parler justement de, parce que le fait que l'hôpital soit ouvert et que toutes les unités soient ouvertes, ça implique qu'il y a des patients parfois qui sont très mal et qui sont au contact de tous et toutes en fait à l'hôpital. Donc, et c'est extrêmement difficile d'être contenant avec quelqu'un quand soi-même on ne se sent pas contenu. Donc le fait qu'il y ait des membres de la direction, des membres de l'administration, la personne qui travaille à l'accueil, qui puisse se rencontrer dans un lieu pour parler des pratiques soignantes, qu'est-ce qui nous soigne à l'hôpital, est très important. Et après, je pense qu'il y a aussi tout le travail, je pense à tous les tournois qui sont organisés avec des équipes mixtes qui prennent vraiment soin des soignants. Le fait de participer ensemble à des moments festifs, en fait, à l'hôpital. Me paraît important aussi. Et un dernier point, prendre soin de la formation des soignants, en fait, les rendre accessibles et accéder aux demandes des formations. Moi, je rebondis avec le poste de liaison, avec ce que tu disais, de pouvoir intervenir sur les autres services. Et bien pour contenir les autres équipes, donc nous, le poste de liaison se rend dans les services somatiques pour déstigmatiser, étant donné qu'on a aussi cette politique de porte ouverte et que les personnes qui sont hospitalisées dans le service de psychothérapie adulte, eh bien, circulent sur tout le site de l'hôpital, sont à la cafétéria, etc. Mais c'est beaucoup plus informel, on n'a pas de supervision. Très récemment, voilà, ça arrive une fois par trimestre. On a réussi à mettre ça en place, mais ça fait 2 ans. Et la dernière chose, eh bien, oui, on prend soin les uns des autres. Tout à l'heure était cité l'amitié. Oui, l'amitié dans les relations, l'amitié professionnelle. Je crois qu'il y a vraiment ça. Chaque saison est l'occasion d'une fête où tout le monde est convié. C'est pas parce qu'on est en Rabelaisie, je pense qu'on peut le faire ailleurs. Voilà, avec du bon manger, du bon boire aussi. Voilà, pour que tout le monde se retrouve. Un groupe WhatsApp aussi, il y a les réseaux sociaux qui, voilà, nous on est tous en lien pour partager le nouveau potager. Regardez ce que j'ai fait ce week-end avec telle ou telle personne hospitalisée. Donc, voilà, on reste en lien. Une toute petite invitation à la réflexion.
un patient aura plus de facilité à prendre soin d'un humain que d'une blouse blanche. À vous d'y réfléchir. Nous, de notre côté, c'est plutôt dans l'horizontalité, c'est-à-dire quelle que soit la catégorie professionnelle, les échanges, chaque parole à chaque niveau doit être entendue. C'est vraiment un principe fort au niveau du pôle. Des moments de convivialité, et on a dégagé également quasiment un 8 ans de happiness manager pour l'intégralité des équipes du pôle. Il y a une question là. Bonjour, Florence de l'ENAFAM. À part Monsieur Kruelski, j'espère que je prononce bien votre nom, je n'ai pas entendu mentionner la place des familles dans les leviers cliniques ou l'alliance thérapeutique au entendu patients et soignants. Et on sait que les familles font aussi partie des leviers qui permettent d'éviter les rechutes, les crises, etc. Vous êtes pas obligé de répondre à cette question. Ça, si on n'a pas de temps, ne répondez pas. On travaille avec les familles à tous les niveaux. Voilà, quand la personne est hospitalisée, la famille est automatiquement associée dans les 2 premiers jours à la première consultation pour déjà prévoir la sortie. Voilà, pour vraiment informer la famille. Ensuite, on peut orienter la famille vers des formations telles que Bref, via l'UNAFAM, et qu'on travaille avec eux en collaboration. Et la famille est associée tous les jours, puisqu'on va, 70% des actes infirmiers se font au domicile. Donc la famille est automatiquement associée à toutes les décisions, à tous les échanges. Hormis entretien spécifique avec l'usager, on demande à la famille de ne pas être là. Néanmoins, avec l'accord de l'usager, la famille peut prendre part aux échanges. Mais on n'exclut jamais la famille, puisque c'est vraiment un aidant fondamental. Loïc, on a juste une toute dernière question, mais très brève, et pareil, une réponse très brève, et on pourra poursuivre autour des tables dehors, ça sera aussi vachement agréable. Bonjour, je suis l'infirmière de Saint-Cyr. En fait, j'ai 3 questions, mais je n'en poser que 2. Selon vous, quelle résistance aux freins culturels, j'entends par freins culturels, habitudes, valeurs, croyances ou savoir-faire, freine le développement d'une psychiatrie fondée sur la prévention des mesures de contrainte? Et la deuxième question, c'est comment maintenir une cohérence d'équipe lorsqu'il y a une forte rotation de soignants ou de niveau d'expérience variable? Je crois qu'on a à peu près la même réflexion avec Excel. La peur, c'est vraiment un frein puissant, émotionnel. Voilà. Donc la peur dont tu parlais. Ouais. La peur de quelque chose de nouveau qu'on ne connaît pas. Jusqu'à présent, ça marche. On ne va pas changer. Non, ça ne marche pas. Mais on ne va pas changer quand même. C'est la culture du risque qui n'est pas évidente, à défendre. Ça, c'est sûr. Et tout à l'heure, je parlais d'aller en confiance. Ça ne veut pas dire... je ne fais pas d'angélisme. Ça ne veut pas dire être dupe du risque. C'est y aller quand même. Savoir les risques, mais c'est y aller quand même. Et rester quand même, parce qu'on a confiance, on évoquera plus tard le collectif, on a confiance on est membre d'un groupe. Voilà. Juste, si on a tous peur du changement, et quand... moi, je l'ai vécu de façon individuelle, j'ai dû arrêter d'aller à l'hôpital. L'hôpital, il doit juste apprendre à arrêter d'utiliser l'isolement à la contention, en fait, finalement. Mais c'est dangereux, c'est risqué, c'est l'inconnu. L'inconnu, ça fait peur à tout le monde et aux institutions aussi, parce qu'il y a aussi des aspects légaux. Bien, merci beaucoup. Là, on est vraiment obligé de clôturer pour ne pas prendre trop de...